Nous voici déjà bien engagés dans la deuxième moitié du XXe siècle, et il est certain que si les historiens et les critiques d'art font ou cherchent à faire le bilan, à dresser les palmarès en ce qui concerne l'art contemporain, deux noms reviennent inévitablement, Picasso et Duchamp. Ce qui est étrange, c'est que autant Pablo Picasso nous est familier, on dit d'ailleurs d'une chose un peu bizarre ou abracadabrante, c'est du Picasso, autant le nom de Marcel Duchamp, s'il n'est pas franchement méconnu, n'est véritablement apprécié que de rares connaisseurs. Ce n'est peut-être pas étrange si l'on songe que Marcel Duchamp était un homme très secret, très discret, très modeste, au demeurant un révolutionnaire intégral, mais qui ne cherchait absolument pas la publicité. Et puis, son œuvre n'a pas du tout ce côté attrayant, ce côté foisonnant qu'avaient les œuvres de la plupart de ses contemporains. Alors vous me direz, qu'est-ce qui fait l'importance de Marcel Duchamp? Cette importance ne se situe certainement pas à un niveau esthétique. Duchamp détestait ce qu'il appelait l'art rétinien, c'est-à-dire l'art qui est fait pour le plaisir de l'œil. Non, il faut chercher l'importance de la démarche de Marcel Duchamp au niveau purement intellectuel. Il est l'homme de quelques intuitions géniales qui ont bouleversé toutes nos conceptions artistiques et qui sont aujourd'hui même la base de grandes tendances comme le pop art, le nouveau réalisme ou l'art conceptuel. Une exposition, comme la Métamorphose de l'objet du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, n'aurait pas pu avoir lieu si au départ, c'est-à-dire en 1913, il n'y avait eu les ready-made, dont je suis entouré, de Marcel Duchamp. J'ai rencontré Marcel Duchamp un dimanche après-midi dans son atelier de Neuilly en juin 1966. Il m'a reçu avec sa gentillesse coutumière. Il m'a dit lorsque je suis arrivé « Vous ferez vite, n'est-ce pas ?» Et puis, au moment des adieux, il m'a très gentiment remercié d'avoir fait aussi vite que je le pouvais, entouré d'appareils de prise de vue. C'était exactement 2 ans avant sa mort. L'église de Blainville, en Normandie. Marcel Duchamp est né ici en 1887. Il a 15 ans lorsqu'il peint ses premiers tableaux. Ses dons sont éclatants. Avec une vitesse fulgurante, il va faire le tour de la peinture, rejoindre et dépasser les tendances majeures de son époque. Sa sœur Suzanne est l'un de ses premiers modèles et elle deviendra peintre à son tour. Ensuite, pour gagner sa vie, il fournit des dessins humoristiques au Courrier français et au Rire. Il a passé 1 an à Paris, à l'Académie Julian. Après une très courte période où il semble opter pour l'expressionnisme, Duchamp reprend à son compte les expériences des fauves et, dans ses couleurs, il ira jusqu'aux stridences les plus extrêmes. En 1910, il fait le portrait de son père, puis de ses 2 belles-sœurs et de ses frères, le peintre Jacques Villon et le sculpteur Raymond Duchamp-Villon. À 24 ans, il a assimilé la leçon de Cézanne, son style se transforme, il se préoccupe surtout des problèmes de volume et il va déboucher très vite sur un cubisme très personnel. Très personnel parce qu'il est empreint d'une ironie parfois grinçante, une ironie dont Duchamp ne pourra plus dorénavant se départir. Voyez comment dans ses esquisses pour les joueurs d'échecs, il jongle avec le concept de décomposition du visage prôné par les cubistes. Brûlant les étapes, Duchamp en arrive à son tableau capital, le nu descendant un escalier. Une véritable machine de guerre qui va bien au-delà du futurisme italien. Déjà,
on a l'impression d'une sorte de rupture avec le milieu aussi bien familial que professionnel dans lequel il a évolué jusqu'alors. Il règle ses comptes avec une impatience fébrile. En 1918, à New York, il prend ses brosses pour la toute dernière fois. Il allonge sur une toile la totalité de la gamme chromatique et il intitule le tout dans un langage châtié « Tu m'embêtes ». Il écrit ça T-U-M'. Il en a fini avec la peinture. Au début, vous avez fait de la peinture comme tout le monde, vous avez fait de l'art, puis vous êtes devenu celui qu'André Breton appelait l'homme le plus intelligent du XXe siècle. Est-ce que cela signifie qu'alors, puisque vous avez abandonné la peinture, cela signifie que pour vous, peinture devenait synonyme de bêtise? Non, pas synonyme de bêtise, mais cette idée d'abord, je me défends un petit peu contre l'accusation d'être l'homme le plus intelligent du monde. C'est assez facile à dire pour un autre, mais c'est assez difficile à se convaincre qu'on l'est. Et j'ai du mal à le croire, parce que d'abord, il faut donner au mot intelligent le sens dans lequel il l'a compris. Je ne le sais pas moi-même. Il y a 36 façons d'être intelligent. Et je l'accepte parce que ça vient de Breton, que je respecte beaucoup dans ses opinions. Mais c'est tout. Seulement, vous ne me répondez pas sur le problème de la bêtise et de la peinture. Non, non, pas du tout. Non, il n'y a pas de bêtise. C'est simplement une occupation un peu considérée, un peu d'une façon exagérée comme une chose de grande importance. À mon avis, je ne crois pas que ça en est autant qu'on lui en donne. Et que c'est une partie des occupations de l'humanité qui n'est pas de première importance. Voilà ce que je veux dire. Et surtout aujourd'hui où c'est devenu complètement exotérique et que tout le monde fait de la peinture, tout le monde en achète, tout le monde en parle. Je me demande si tout ça est bien valable au point de vue de la pensée, d'une profondeur de pensée, voilà ce que je veux dire. Le jour où vous avez renoncé à la peinture, est-ce que vous avez cru que la peinture était morte? Non. D'abord, je n'ai pas renoncé. Vous savez, si j'ai une idée demain, je la ferai. Je n'ai pas fait de vœux du tout, d'aucune sorte. Et simplement, j'ai arrêté parce que je n'avais plus rien à dire pour le moment. Je n'avais pas d'idée. Les idées ne viennent pas si facilement que ça. Comme moi, je n'ai pas travaillé avec l'idée de faire une chose tous les matins à 8 heures, me mettre au chevalet. Par conséquent, je n'ai envie de travailler que lorsque quelque chose me touche d'une façon ou de l'autre. Et alors je veux trouver une façon d'exprimer cette idée. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu depuis longtemps, et c'est tout, c'est ce que je peux dire. Mais je n'ai pas fait de vœu du tout de ne pas faire de peinture. 1917. Une étrange fontaine signée Hermut est envoyée au Salon des indépendants de New York. Le scandale, évidemment, a été provoqué par Duchamp. C'était une chose un petit peu à part. Comme c'était envoyé aux indépendants, les premiers indépendants de New York, et comme tous les expositions d'indépendants, il est entendu qu'il n'y a pas de jury. C'est justement pour satisfaire ce besoin des peintres d'exposer sans être obligé de passer par un jury qui donne la caractéristique des indépendants. Donc j'avais envoyé ça, pensant qu'il n'y aurait pas de difficulté pour le faire admettre. Et après, on verrait ce que ça donnerait au point de vue de la réaction sur le public. Mais le comité, sinon le jury, a décidé de ne pas exposer ça. C'était trop choquant. Je suppose parce que c'est ni obscène, ni pornographique, ni érotique même. Par conséquent, il n'y avait aucune raison valable de le supprimer, de le refuser. Alors, le comité a jeté la chose derrière les cloisons, qu'on ne voit plus. Nous l'avons perdu pendant toute l'exposition, nous ne savons pas où il était. Ce n'est qu'à la fin de l'exposition, en démolissant l'exposition, on a retrouvé la chose derrière. Et ça a été toute l'histoire. D'ailleurs, j'étais du comité, donc j'ai démissionné du comité, puis je n'ai jamais plus exposé aux indépendants. Le premier ready-made, c'est-à-dire un objet usiné, tout fait, apparaît en 1913. C'est une roue de bicyclette dont vous avez vu l'ombre portée dans le dernier tableau de Duchamp.
Un an plus tard, apparaît le porte-bouteille. Nous l'admirons un peu aujourd'hui comme une sculpture, mais en fait, à l'époque, il n'y avait rien de plus banal. Tout comme la pelle à neige, objet utilitaire s'il en fut, qu'il intitule « En avance du bras cassé ». À bruit secret est un semi-ready-made. Le secret, c'est l'objet qui était jeté à l'intérieur de la pelote de ficelle et dont seul le collectionneur Arensberg connaissait la nature. Le porte-chapeau a été longtemps suspendu au plafond de l'atelier de Duchamp. Enfin, pourquoi ne pas éternuer? Une cage à oiseaux qui semble remplie de morceaux de sucre. Mais les morceaux de sucre, en réalité, sont de marbre. Je suis arrivé au ready-made justement par par un raisonnement un peu trop logique peut-être, mais logique quand même, que la chose faite par les mains, peut-être on peut enlever les mains du peintre, couper les mains du peintre et arriver quand même à présenter une chose qui est le résultat du choix du peintre. Car en somme, quand un peintre peint avec une palette, il choisit les couleurs. C'est donc le choix qui joue plus qu'autre chose dans l'œuvre d'art. C'est le choix de l'artiste sous forme de tableau, sous forme de peinture, de couleurs, de formes et même d'idées. Donc on peut aller plus loin, si vous voulez, en disant pourquoi se donner la peine de se servir de ses mains. Donc l'idée de faire une chose qui ne soit pas faite par les mains du peintre, qui soit faite simplement comme le résultat, qui soit considéré seulement comme le résultat de son choix, dans une chose toute faite, comme le ready-made, n'est-ce pas, était valable pour moi en tout cas. N'oublions pas, je ne veux pas du tout faire une école de ready-made, loin de là. Précisément, est-ce que la notion que vous avez du ready-made n'interdit pas l'idée d'école? Oui, ça l'interdit un peu, mais en tout cas pas complètement. Mais enfin, je sais qu'il y a un danger dans le ready-made, c'est la facilité avec laquelle on peut le produire, et que par conséquent, si vous produisez une dizaine de milliers de ready-made par an, ça deviendra bien monotone et embêtant, comprenez-vous. Donc, la parcimonie, si vous voulez, des productions de ready-made est recommandée comme méthode. La mariée mise à nu par ses célibataires même est une des œuvres les plus fascinantes de notre époque. C'est un grand verre en deux parties, une machine femelle dans le haut et une machine mâle dans le bas. Son fonctionnement, purement imaginaire bien entendu, a été expliqué par Duchamp lui-même dans La Boîte verte, qui est une sorte de mode d'emploi, et par de nombreux exégètes qui ont écrit des volumes entiers sur la mariée. Mais cette œuvre est-elle accessible au grand public? Oui et non, parce que tout est accessible, vous savez. Même, n'est-ce pas, même les explications qui ont été données pour l'analyser ne sont pas forcément valables, d'abord, parce que les miennes n'existent pas. C'est-à-dire, j'ai fait, mais je n'analyse pas moi-même et je ne juge pas surtout moi-même ce que j'ai fait. Mes intentions n'ont aucun intérêt. Ce qui est, c'est la réaction sur le spectateur, sur le public, qui décidera si la chose est valable, suffisamment pour survivre. Sinon, si le public dit non et est indifférent, on cassera le verre et on n'en parlera plus. Ce qui pourrait très bien arriver dans 20 ans ou dans 10 ans ou même avant. Donc, je n'entre pas en compte là-dedans. Je n'ai rien à dire. J'ai fait quelque chose. Reste au public le soin de s'en occuper, de décider la survie ou la disparition de la chose. Vous ne croyez pas du tout au verdict des critiques d'art? Non, je crois qu'un tableau, une œuvre d'art quelconque, vit et meurt, comme tout le monde. C'est-à-dire la vie est du moment où ça a été conçu et exécuté, pendant une cinquantaine d'années, 60 ans, la durée n'est pas exacte, et que l'œuvre meurt. Mais à ce moment-là, elle entre dans l'histoire de l'art. Donc l'histoire de l'art ne commence qu'après la mort de l'œuvre, comprenez-vous? Tandis que tant que l'œuvre est vivante, ou du moins dans les 50 premières années de sa vie, il y a une correspondance avec les gens qui vivent en même temps, et qui l'ont accepté, qui l'ont refusé, qui l'ont discuté. Ces gens-là meurent et l'œuvre meurt aussi. À ce moment-là, c'est l'histoire de l'art qui commence.
Et alors, j'y crois dans ce sens qu'il y a beaucoup de hasard dans l'histoire de l'art. Et je ne crois pas que tout ce que nous voyons et que nous considérons comme des choses extraordinaires aujourd'hui dans les musées soit tout ce qui a été de mieux dans le monde, et que beaucoup de génies ont d'abord péri par leur manque de sens. Enfin, ils n'ont pas compris comment on pouvait rester génie toute sa vie. Ils se sont tués eux-mêmes par un faux mouvement, et que leurs œuvres ont disparu par conséquent, et qu'il y a bien plus de choses plus intéressantes que nous avons. Autrement dit, c'est ce qui explique mon idée de la médiocrité. C'est-à-dire que ce que nous avons, c'est en somme une médiocrité de ce qui a été produit dans le passé. Et que les plus belles choses, les choses vraiment remarquables, ont disparu. C'est-à-dire, je ne sais pas du tout, c'est une chose à laquelle je crois, mais je ne force pas les autres à le croire, du tout. Est-ce qu'il y a chez vous une notion qu'on pourra appeler la beauté? Non, c'est pas la beauté, parce que ces mots comme beauté, vérité, ne m'intéressent pas beaucoup. C'est des concepts de l'individu, de l'homme en général, qui sont très pas faibles, mais manquent de corps. C'est des mots, n'est-ce pas? Le mot est une chose aussi très dangereuse. Quand vous voulez expliquer un tableau avec des mots, vous n'arrivez qu'à une approximation très douteuse, plus que douteuse, puisque en somme, la peinture ou l'art en général, surtout dans l'art visuel, est un langage. C'est un langage visuel au lieu d'être un langage auditif. Donc, ça, c'est déjà comme une traduction d'un poème chinois en anglais. Ça n'a plus de sens du tout. D'une façon générale, vous vous méfiez des mots. Beaucoup. Je n'accepte que les mots qu'au sens poétique des mots, c'est-à-dire au son des mots, comme une musique, si vous voulez, sans aucun rapport avec le sens. Le sens, surtout que le sens change tous les 50 ans aussi. Le même mot employé sous Louis XIV n'a plus le même sens aujourd'hui. Donc il y a une déformation. Tandis que le son des mots est à peu près le même sous Louis XIV et maintenant. Duchamp a traversé avec une vitesse foudroyante beaucoup d'écoles en isme. L'impressionnisme à ses tout débuts, l'expressionnisme et le fauvisme ensuite, puis, avec fulgurance, le cubisme. Il appelle cette toile « Le roi et la reine entourés de nus vite ». Mais il est certain que l'esprit de tableaux comme ceux-ci fait de lui un chef de file du dadaïsme, avant que, reconnu et admiré par André Breton, il ne devienne un des grands maîtres surréalistes. Est-ce que vous avez eu conscience d'appartenir à un mouvement, à une école? Non. J'y ai appartenu dans le sens que, comme ça m'intéressait, j'ai tâché de le comprendre autant que possible et de m'en servir même, naturellement. Mais le mot école, évidemment, ne mène que groupe et, en fin de compte, ne sortent que les choses individuelles d'un certain monsieur Leonardo da Vinci ou choses comme ça. Donc, c'est plutôt l'individu qui doit sortir de cette école, ou soi-disant. Donc, l'école en soi ne m'intéresse pas essentiellement, non. Vous avez pourtant eu de nombreux contacts avec les dadaïstes et ensuite avec les surréalistes. Oui, mais j'ai probablement essayé de faire un dadaïsme à moi, comme chacun d'eux a eu son dadaïsme, avec des idées générales communes à tous, naturellement, mais c'était des idées générales et qui se traduisaient quand même par une expression individuelle. Est-ce que vous pensez que votre œuvre aurait pu être possible si ces mouvements n'avaient pas existé? Absolument pas. Ça, j'étais complètement le servant d'une école à un moment donné, avec mes restrictions, naturellement, mais j'étais très heureux j'étais très influencé, si vous voulez, par chaque école, chaque fois, naturellement, comme tout le monde d'ailleurs. Il n'y a pas d'individu qui se soustrait
a des influences autour de lui, c'est forcé. Est-ce que vous croyez que notre siècle sera le siècle du surréalisme? Oui, probablement, mais ça je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois au fond que notre siècle ne sera pas très intéressant au point de vue de comparaison entre les siècles. Je crois que nous serons considérés comme très peu complet, si vous voulez. C'est pas comme un siècle comme le XVIIIe, qu'on peut ne pas aimer, mais enfin qui est complet en soi, qui a une tenue. Et je ne crois pas comme la Renaissance, par exemple. Non, je crois que nous serons considérés comme un siècle un peu léger. Un peu comme le XVIIIe, justement, qui n'a pas de continuité absolue, qui est très morcelé en isthmes, comme nous l'avons été depuis Courbet. Et qu'ils n'auront pas cette espèce d'auréole que nous nous donnons, joyeusement d'ailleurs. Je crois que le jeu entre pour une bonne part dans vos activités. Vous avez joué aux échecs toute votre vie. Et je pense que, parallèlement, vos recherches sont toujours les recherches d'une sorte de joueur. Absolument, je suis très, très joueur dans ce sens-là. Et je trouve que c'est la seule forme de gaieté possible avec une vie qui n'est pas toujours très gaie. Par conséquent, au lieu de pleurer, je ris plutôt, je suis à tendance humoristique. Je considère l'humour comme un élément important pour pouvoir de vie. C'est le contraire, le chagrin, la douleur n'est pas du tout nécessaire, à quoi ça n'a aucune raison d'être, au fond. Et les gens se croient obligés de pleurer beaucoup plus que de rire, n'est-ce pas? Cela n'implique pas qu'il y ait jamais eu un manque de sérieux dans ce que vous faisiez. Non, c'est un sérieux humoristique. Au contraire, c'est l'humour noir, c'est tout ce que vous voulez l'appeler. Et ça a tout à fait une raison d'être, que je ne discute même pas. Duchamp est presque aussi célèbre que Léonard de Vinci pour avoir mis des moustaches et une barbiche à la Joconde. Il a taquiné son ami Apollinaire avec ce délicieux petit collage fabriqué à l'aide d'éléments publicitaires. Avec une nostalgie moqueuse, il a soigneusement enfermé 50 cm3 d'air de Paris pour les conserver à New York. Un érotique bien gentil, à la manière de Delvaux. Et le parfum Belle Haleine, pour lequel il a payé de sa personne en se faisant photographier par Man Ray, déguisé en femme. Je voudrais vous parler maintenant de ce qui se fait aujourd'hui, et souvent à cause de vous. Que pensez-vous, par exemple, du pop art? J'en pense beaucoup parce que je considère que le pop art, surtout, est une manifestation destinée à se séparer de tout ce siècle passé comme influence. La déformation dans l'art, n'est-ce pas, la déformation systématique de l'antiphotographie, si vous voulez, l'anti-perspective de tous ces mouvements. Chez eux, chez les pop, au contraire, il y a une restauration, une réhabilitation de ces notions qui m'intéressent beaucoup et qui semblent peut-être être des choses extraordinaires et quand même un geste très sérieux qui n'est pas aucun des ismes avant n'a fait. C'était toujours une continuation. L'impressionnisme a commencé et a été continué par le fauvisme, qui est une déformation de l'impressionnisme, et ensuite le cubisme, encore une déformation, toujours à base de rétine, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'était la rétine qui décidait de tout ça. Et chez les pop, au contraire, ces choses-là n'arrivent pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui font ces recherches? On les appelle les nouveaux réalistes, on les appelle aussi tout récemment les objecteurs, enfin toutes ces recherches qui repartent de la notion d'objet. Ouais, je trouve que c'est
très intéressant, puisque au fond, la moitié du siècle a été intéressée dans cette question des objets. Et le mot objet m'amuse parce que personne ne parlait d'objet au XVIIIe siècle ni comme une chose spéciale. Alors on a inventé cette interprétation du mot objet pour en faire une sorte de fétiche presque et de base pour tout un mouvement. Et c'est intéressant que ce soit l'objet trouvé ou l'objet ci, l'objet ça. Et ce n'est pas de la sculpture, quand même c'est à 3 dimensions. Mais c'est un caractère tout à fait spécial qui est une des caractéristiques de notre siècle, évidemment. Mais vous n'avez pas l'air de croire que ce soit une voie à suivre. Si, ça durera ce que ça durera, comme toutes ces choses-là. Mais c'est peut-être un des moyens de se débarrasser de la peinture de Chevalet, par exemple. Car en somme, la peinture de Chevalet a suffisamment existé depuis 5 siècles. Enfin, j'appelle surtout la peinture à l'huile, ce n'est pas du tout une chose éternelle. Ça a déjà 4 ou 5 siècles d'existence. Il est possible que ça disparaisse complètement. Et il y a eu des fresques avant qui n'étaient pas de la peinture à l'huile, il y a eu des mosaïques, toutes sortes de formes qu'on a un peu négligées en faveur de la peinture à l'huile. Mais je trouve que la peinture à l'huile n'est pas du tout parfaite comme exécution, parce que ça noircit, tout disparaît, il faut les réparer. Un tableau qu'on voit a généralement été restauré 20 fois et n'est plus du tout le tableau original que le peintre avait fait, sûrement. Il est un fait que toute l'école américaine du pop art, avec Jasper Jones, Rauschenberg, Oldenburg, Wesselmann et surtout Andy Warhol, est profondément influencée par Marcel Duchamp. Ils se sont d'ailleurs connus, ils allaient consulter Duchamp dans son petit atelier new-yorkais et ils ont tiré les conséquences logiques d'un geste que Duchamp avait fait au moins 40 ans avant, mais auquel il fallait donner une ampleur typiquement américaine. Vous avez vécu des deux côtés de l'océan. Vous avez vécu en France et vous avez beaucoup vécu aux États-Unis. Vous allez y retourner encore. Est-ce que vous ne vous êtes jamais senti d'un côté ou de l'autre un déraciné? Oui, mais j'étais assez content de l'être. J'étais assez content d'être, parce que justement, je craignais l'influence de la racine sur moi. Je voulais m'en débarrasser. Quand je me suis trouvé de l'autre côté, il n'y avait pas de racine du tout, puisque j'étais né en Europe. Alors c'était facile, j'étais là vraiment dans un bain agréable, puisque je pouvais nager tranquillement. Tandis qu'on ne peut pas nager tranquillement quand il y a trop de racines, comprenez-vous? C'est tout naturel. Au fond, les traditions européennes étaient une sorte de filet dans lequel vous risquiez de vous empêtrer. C'est ça, qui sont forcément très ancrés en vous, n'est-ce pas? Étant loin, comme ça on peut voir, on a une perspective plus exacte, on peut se débarrasser. Vous êtes de nationalité américaine, est-ce qu'il faut vous considérer comme un artiste américain? Forcément, au point de vue officiel. De même que j'ai un passeport, par conséquent, ça ne veut rien dire d'ailleurs. Essentiellement, les formations biologiques se fichent bien de la nationalité. Votre bras marche sans savoir s'il est français ou américain. Donc c'est la même chose. Enfin, officiellement, puisqu'on vit souvent officiellement, on a une nationalité qu'on respecte ou qu'on aime bien. Et vous aimez bien cette nationalité? J'aime bien, c'est un climat agréable pour vivre. Les gens sont... Enfin, j'ai plus d'amis là-bas qu'ici. Et au fond, les nations, pour moi, ça n'existe pas. C'est un endroit où on a des amis, c'est tout. Vous pensez qu'on vous a mieux compris là-bas? Peut-être, mais surtout, il y a eu plus d'échanges d'amitié, simplement. Pas forcément compris, mais parce qu'au fond, ils ne cherchent pas toujours à comprendre. Personne ne cherche à comprendre. Mais il y a une chaleur qui existe ou qui n'existe pas, et c'est la seule différence que je considère. Si, lorsque vous vous trouviez dans la grande rétrospective de vos œuvres qui a eu lieu dernièrement à la Tate Gallery, quelqu'un vous avait demandé, Marcel Duchamp, qu'avez-vous fait de votre vie? Qu'est-ce que vous lui auriez répondu ou à quoi auriez-vous songé en premier lieu? J'ai une sorte de
de me servir de la peinture, me servir de l'art comme pour établir un modus vivendi, une sorte de façon de comprendre la vie, c'est-à-dire probablement d'essayer de faire de ma vie elle-même une œuvre d'art, au lieu de passer ma vie à faire des œuvres d'art sous forme de tableaux, sous forme de sculptures. Je le pense maintenant, je n'ai pas pensé au moment où je le faisais, qu'on pouvait très bien de faire de sa vie, c'est-à-dire sa façon de respirer, sa façon d'agir, sa façon de réagir avec des autres individus. On peut traiter ça comme un tableau, si vous voulez, comme un tableau vivant, même un tableau de cinéma, si vous voulez. Et je crois que, en tout cas, c'est mes conclusions maintenant. Je vous répète bien que ça n'a jamais été voulu et organisé quand j'avais 20 ans ou 15 ans. Mais je me rends compte maintenant, après de nombreuses années, qu'au fond, c'est à ça que j'ai tendu.